Je pensais tout avoir, une femme magnifique, un avenir, et une lune de miel dont la plupart des gens ne peuvent que rêver. Mais en seulement quelques jours sur un bateau, entouré par l'océan, toute ma vie s'est effondrée. J'ai découvert la femme que j'aimais dans les bras d'un autre homme. Et au lieu de crier, de me battre ou d'exiger une explication, je me suis évanoui dans la nature. C'est ainsi que je suis devenu un fantôme dans ma propre histoire. Une histoire que je veux vous raconter. Je m'appelle Thomas, et si vous m'aviez demandé à ce moment-là, j'aurais dit que j'étais l'homme le plus heureux du monde. J'avais 34 ans, un gars ordinaire qui croyait qu'en travaillant dur, en restant fidèle et en tenant ses promesses, la vie finirait par vous récompenser. Et pendant un temps, ça semblait être le cas. J'ai épousé Camille quand elle avait 28 ans. Nous étions ensemble depuis 4 ans avant le mariage, et pendant la majeure partie de ce temps, nous vivions dans une petite maison louée juste à la périphérie de Lyon. On l'a filmée et payée sans problème. Ce n'était pas seulement la maison qui semblait parfaite. C'était la vie que nous construisions. Chaque centime économisé allait dans un compte que nous appelions le « fonds maison pour toujours ». Nous étions ce couple que tout le monde détestait en secret mais ne pouvait s'empêcher d'encourager, des brunchs le week-end, des dimanches paresseux au marché bio, des soirées à 4 avec des amis où nous semblions toujours être ceux qui riaient le plus fort. Si vous aviez parcouru l'Instagram de Camille à l'époque, vous auriez cru qu'on vivait dans une comédie romantique. Tasse de café adorable, serviette, lui et elle, photos floues de nous dansant lentement dans le salon sur une vieille chanson des années 80. Elle était magnifique, aucun doute là-dessus. Camille avait ce genre de beauté qui attirait les regards sans effort, de longs cheveux châtains qui captaient la lumière, des yeux verts assez perçants pour lire en vous, et un rire qui pouvait remplir une pièce. Je ne vais pas mentir, elle pouvait être lunatique. Parfois même agaçante. Elle n'était pas du genre à éviter une dispute, même pour quelque chose d'insignifiant comme une marque de sopalin. Mais ça ne me dérangeait pas. Je mettais ça sur le compte de sa passion. Au moins, avec Camille, on sait toujours où on en est, plaisantais-je avec mes amis. Et honnêtement, j'aimais cette flamme. Elle rendait la vie excitante. Avec elle, on ne s'ennuyait jamais. Camille travaillait comme coordinatrice marketing pour une entreprise tech de taille moyenne à Lyon, et moi, je bossais en freelance, montant des vidéos et des pubs pour des petites entreprises. Ce n'était pas glamour, mais ça payait les factures et me donnait la liberté de travailler de la maison la plupart du temps. Nous avions des projets. De grands projets. Une maison avec une barrière blanche. 2 enfants. Peut-être un chien. Des vacances une fois par an. Des dîners du dimanche avec nos familles entassées dans une cuisine bruyante. Chaque conversation sur l'avenir commençait par « quand on aura notre maison » ou « quand on aura un jardin ». Nous n'étions pas riches, mais nous étions heureux. Du moins, je pensais que nous l'étions. Nos semaines avaient un rythme. Je pensais non, je savais que nous formions une équipe. C'était elle que je voulais à mes côtés quand les choses devenaient difficiles. Je nous imaginais vieux et grisonnants, à nous chamailler sur la façon dont elle ne remet jamais le lait au bon endroit dans le frigo, ou sur mon oubli d'arroser les plantes. Je pensais qu'on avait bâti un lien capable de tout surmonter. Je croyais en elle. Je croyais en nous. Je n'avais aucune idée à quel point j'avais tort. Après tout le stress, les économies et l'organisation du mariage, Camille et moi avons enfin pris le voyage de nos rêves, une croisière de 2 semaines. 14 jours de soleil, de cocktails et de détente. Pas d'appel professionnel, pas de facture, pas de liste de courses, juste elle et moi. Nous avions réservé une croisière au départ de Marseille, descendant le long de la Méditerranée, avec des escales dans des endroits paradisiaques qu'on n'avait vus que dans des brochures, Barcelone, Majorque, Sardaigne, et quelques petites îles privées dont j'ai oublié les noms. Le voyage se terminait à Nice, d'où nous rentrerions en avion. Ça semblait idyllique. Et ça l'était. Le jour du départ, nous étions sur le pont alors que le bateau quittait Marseille, enlacé. La skyline s'éloignait, la corniche nous faisait un dernier signe, et le vent salé emmêlait les cheveux de Camille autour de mon visage. Elle a ri, repoussant ses cheveux, et m'a embrassé sur la joue. Je me souviens avoir pensé, si ce n'est pas ça, le bonheur, je ne sais pas ce que c'est. Les 2 premiers jours ont été parmi les plus beaux de ma vie. Nous nous sommes vite adaptés au rythme de la croisière. Camille adorait le karaoké, alors nous passions nos soirées dans le petit bar à piano du bateau, chantant faux et riant jusqu'à en avoir mal aux joues. Le bateau avait tout, piscine, mini-golf, restaurant à profusion, même un petit cinéma où l'on diffusait des classiques.
Nous avions réservé une cabine avec un petit balcon, et chaque soir avant de dormir, nous nous installions dehors avec un verre de vin pour regarder les étoiles. Tout semblait si simple. Comme si nous étions seuls au monde. Nous nous sommes aussi fait des amis, surtout d'autres couples en lune de miel ou des personnes âgées mariées depuis des décennies, qui se tenaient encore la main comme des adolescents. Tout le monde était amical, souriant, heureux. Impossible de ne pas se laisser emporter. L'équipage nous traitait comme des rois. C'était comme sortir de la réalité pour entrer dans un rêve. Pendant ces 2 premiers jours, je me suis permis de croire que c'était ça, la vie. Que le plus dur était derrière nous, et que seul le bonheur nous attendait. Le matin du 3e jour, le bateau était en pleine mer, rien que du bleu à perte de vue. C'était une de ces journées en mer, où l'on se détend et profite des commodités du bateau. Cet après-midi-là, nous avons décidé d'explorer un bar que nous n'avions pas encore visité. C'est là que nous avons rencontré Marc et Hugo. Nous étions au bar, essayant de choisir le prochain cocktail absurde à commander, quand ils se sont installés sur les tabourets à côté de nous. Marc avait ce rire tonitruant qu'on entendait à l'autre bout de la pièce. Hugo était plus discret, décontracté, avec un sourire facile et une casquette de rugby. « Jeune marié, hein » a dit Marc en levant son verre. « Félicitations à vous deux. » Camille s'est illuminée instantanément. Elle adorait rencontrer de nouvelles personnes, parler, attirer l'attention. Elle a trinqué avec lui et s'est lancée dans le récit de notre mariage, le drame avec le traiteur, le DJ qui a joué la mauvaise chanson pour notre première danse. Marc et Hugo riaient au bon moment. Ils nous ont dit qu'ils avaient 30 ans, qu'ils étaient meilleurs amis, venant de Bordeaux, et qu'ils avaient réservé cette croisière pour fêter leur divorce respectif de l'année précédente. Hugo a plaisanté sur une croisière de liberté et une fête pour enterrer leur mariage. Je me souviens avoir ri avec eux, détendus. Ils semblaient sympas. Amicaux. Drôles. Le genre de personne qu'on n'a pas d'objection à avoir à côté de soi au bar. Camille semblait penser la même chose. Bientôt, nous 4 échangions des histoires et enchaînions les verres comme de vieux amis de fac. Avec le recul, je réalise que parfois, les choses les plus dangereuses n'arrivent pas avec des signaux d'alarme. Parfois, elles arrivent avec un sourire, un verre levé et une blague qui vous fait encore rire quand le monde s'écroule sous vos pieds. Après notre rencontre au bar, nous sommes restés ensemble les jours suivants. C'était comme si nous avions trouvé notre petite bande. En journée, nous prenions des transats près de la piscine, sirotions des cocktails fruités avec des petits parasols ridicules, et jouions à des jeux de quiz idiots organisés par l'équipe d'animation du bateau. Le soir, nous finissions souvent au bar à piano ou dans le grand salon où l'orchestre du bateau reprenait tous les tubes des 4 dernières décennies. Marc avait ce don de faire chanter tout le monde, même ceux qui semblaient ne pas avoir souri depuis des années. C'était le genre de soirée qu'on voudrait mettre en bouteille pour les jours où la vie devient pesante. Du moins, c'est ce que je pensais. Le premier signe que quelque chose clochait est apparu l'après-midi suivant. Nous étions sur le pont supérieur, tous affalés après un déjeuner paresseux. Le bateau était entre 2 îles, rien que de l'eau bleue et des vagues tranquilles autour de nous. Marc était assoupi sous une serviette, ronflant comme une tronçonneuse. Camille et Hugo parlaient en face de moi, assis près ou trop près. Elle riait un peu trop fort à une de ses remarques, rejetant ses cheveux en arrière comme elle le faisait quand elle voulait qu'on la remarque. Je l'ai vu se pencher vers lui, touchant légèrement son avant-bras en riant. Je ne sais pas comment l'expliquer. Ce n'était pas juste un contact amical. Ses doigts s'attardaient une seconde de trop, comme si elle ne voulait pas les retirer. Et ce n'était pas seulement elle. Hugo la regardait d'une manière qui n'avait rien d'amical. Il y avait quelque chose dans son expression et une sorte d'amusement satisfait, comme s'il savait quelque chose que j'ignorais. J'ai balayé ça. Je me suis dit que c'était innocent. On était tous un peu éméchés, un peu grisés par le soleil. C'était une croisière, après tout. Les gens se lâchent, deviennent plus tactiles que d'habitude. Pourtant, quelque chose dans mes tripes ne passait pas. Plus tard ce soir-là, nous nous sommes retrouvés pour une autre tournée de verre dans un des bars en plein air du bateau. Nous avons passé la nuit à passer d'un salon à l'autre, chantant avec n'importe quel groupe de reprises, prétendant être les meilleurs amis du monde. Marc et moi avons joué quelques parties de palais pendant que Camille et Hugo restaient au bar, tête rapprochée, riant à propos de quelque chose dont je n'étais pas. Il y a eu un moment, juste une fraction de seconde, où Camille m'a vu regarder. Son sourire a vacillé une seconde ou juste une seconde et elle s'est écartée d'Hugo comme si de rien n'était. C'était léger.
Peut-être rien. Mais ce moment m'a marqué. Plus tard, dans notre cabine, j'ai essayé de me débarrasser de cette sensation. Camille s'est laissée tomber sur le lit, racontant à quel point elle s'était amusée, comme c'était agréable de rencontrer des gens, normaux, sur une croisière pleine de jeunes mariés et de retraités. Elle était joyeuse, éméchée, rayonnante de soleil et d'alcool. Je voulais croire que tout était dans ma tête. Je me suis dit que j'étais fatigué, peut-être un peu jaloux, peut-être ce mec qui suranalyse tout. Les gens ont le droit de se faire de nouveaux amis. Ce n'est pas parce qu'un gars est trop fort à une blague de ma femme que le monde s'écroulait. N'est-ce pas? Le lendemain matin, nous nous sommes retrouvés pour le petit déjeuner au buffet. Camille était déjà assise avec Marc et Hugo quand je suis arrivé, me faisant signe. Elle avait ce grand sourire éclatant, agissant comme si rien au monde ne pouvait être mal. Et peut-être que ce n'était pas le cas. Peut-être que j'étais juste fou. Pourtant, chaque fois qu'Hugo riait à une de ses blagues, chaque fois que Camille repoussait ses cheveux et se penchait vers lui, quelque chose en moi se crispait. Ce qui est drôle avec les instincts, c'est qu'on peut essayer de les ignorer, de les enfouir, de se dire qu'on imagine des choses. Mais au fond, une partie de nous sait toujours quand quelque chose ne va pas. Je savais. Je ne voulais simplement pas l'admettre encore. Le matin du 5e jour, nous avons accosté à Barcelone. Il faisait déjà chaud quand nous sommes descendus du bateau, une chaleur collante qui faisait adhérer la chemise au dos avant même la fin du petit déjeuner. Le port était animé aux vendeurs ambulants, bus touristiques, musique flottant de toutes parts. Camille avait choisi l'excursion du jour. Elle sautillait comme une enfant le matin de Noël, prenant des photos de tout, des chats errants dans les ruelles aux vieilles pierres fissurées des rues de la ville. Marc, Hugo, Camille et moi nous sommes entassés dans un de ces camions safari à ciel ouvert avec un groupe d'autres touristes. Alors que nous cahotions sur les routes sinueuses des montagnes, Camille était assise entre moi et Hugo. Au début, elle se penchait vers moi, bavardant sur la beauté de tout, impatiente de nager dans les cascades. Mais petit à petit, pendant le trajet, elle a changé. Elle riait plus fort aux blagues d'Hugo, lui posait des questions sur sa ville natale, prétendant s'intéresser à ses histoires bordelaises. Il adorait ça, lui lançant ce sourire facile à chaque fois qu'elle se tournait vers lui. Je suis resté là, bras croisés, prétendant ne rien voir. Prétendant que ça ne me dérangeait pas. La forêt était magnifique. Nous avons marché jusqu'à une cascade, et quelques courageux ont sauté dans la piscine naturelle en bas. Camille en faisait partie. Hugo a sauté juste après elle. Ils s'éclaboussaient, riant comme des gamins, pendant que je restais sur les rochers avec Marc, qui n'avait pas l'air pressé de se mouiller non plus. Marc a fait une blague sur le besoin de 3 pastis de plus avant de risquer de se casser une hanche, mais je l'ai à peine entendu. Je regardais Camille. Je regardais Hugo. La manière dont elle lui souriait, la manière dont il touchait son bras pour l'aider à sortir de l'eau, la manière dont elle ne s'écartait pas. Quand nous sommes revenus au bateau en fin d'après-midi, le soleil était bas, et tout le port brillait d'une lueur dorée. Ça aurait dû être une journée parfaite. Ça l'était presque. Mais cette sensation dans ma poitrine se aigre et serrée ne partait pas. Ce soir-là, après une douche rapide et un changement de vêtements, nous nous sommes retrouvés au bar du pont arrière. Camille portait une petite robe d'été jaune avec des fleurs blanches et ses cheveux étaient encore humides de la douche. Elle était splendide. Comme toujours. Nous avons commencé à boire tôt, cocktails et shots défilant comme de l'eau. Un groupe jouait sur le pont ouvert, et les gens dansaient, riaient, criaient par-dessus la musique. Marc et moi avons pris une table près de la rambarde pendant que Camille et Hugo partaient sur la piste de danse. Au début, je n'y ai pas pensé. Elle adorait danser. Elle me traînait toujours sur la piste au mariage, même si j'avais 2 pieds gauches. Mais ce n'était pas juste danser. De là où j'étais, je les voyais. Pas juste en train de tournoyer et rire comme des amis. Ils étaient proches. Trop proches. Camille était collée à Hugo, sa tête rejetée en arrière alors qu'elle riait à quelque chose qu'il disait, ses mains glissant sur ses bras. C'était comme regarder un film qu'on ne pouvait ni mettre sur pause ni quitter. Même Marc l'a remarqué. Je l'ai vu me jeter un coup d'œil, puis détourner les yeux rapidement, comme s'il ne voulait pas être impliqué. La nuit s'est brouillée après ça. Plus de verres. Plus de chansons. Plus de moi assis à la table, sirotant une bière, prétendant ne pas voir ce que je voyais. À un moment, Camille est revenue en titubant vers la table, rouge et rayonnante, attrapant ma main et me tirant debout.
Danse avec moi, a-t-elle crié par-dessus la musique. Je l'ai suivie, forçant un sourire. Essayant de me rappeler que c'était censé être amusant. Que je suranalysais tout. Mais même pendant qu'on dansait, ses yeux dérivaient par-dessus mon épaule vers Hugo. J'avais l'impression de ne même pas être là. Le lendemain matin, nous avons accosté sur une autre île. Je me souviens à peine du nom. Nous avons passé la journée aérée avec Marc et Hugo encore, buvant du punch au rhum trop fort dans des noix de coco, achetant des colliers de coquillages et prenant des photos ringardes devant des panneaux en bois indiquant des villes lointaines. Camille m'a à peine parlé. Elle restait près d'Hugo toute la journée, riant à ses blagues stupides, posant pour des photos avec lui, chuchotant à son oreille je ne sais quoi. J'essayais de me convaincre que ça ne voulait rien dire. Que c'était innocent. Mais quand votre femme oublie que vous êtes dans la pièce, quand elle agit comme si quelqu'un d'autre était le centre de son monde, il est difficile de continuer à se mentir. Je n'étais plus son mari. Pas ce jour-là. J'étais juste un visage dans la foule. Le 7e jour a commencé comme les autres. Le bateau était en pleine mer, sans terre en vue, juste des kilomètres de bleu à perte de vue. C'était un de ces longs trajets entre les ports 2 jours entiers en mer. J'étais épuisé. Entre les soirées arrosées, les nuits tardives et cette sensation constante de je ne sais quoi qui pesait sur moi, j'avais l'impression d'être une serpillière essorée. Camille, bien sûr, semblait avoir une énergie inépuisable. Elle passait de la piscine au bar à la piste de danse comme si elle fonctionnait avec une batterie différente. En fin d'après-midi, après un autre déjeuner bien arrosé avec Marc et Hugo, je lui ai dit que j'avais besoin d'une pause. Je ne me sentais pas bien, peut-être le soleil, peut-être l'alcool. Je vais me reposer un peu, ai-je dit, me frottant la nuque. Juste besoin de me poser. Camille m'a à peine regardé. Elle fouillait dans son sac de plage, retouchant son maquillage avec un petit miroir. Pas de souci, chérie. Sa façon de le dire si désinvolte, comme si ma présence ou mon absence importait peu, m'a laissé un goût amer. Mais j'ai hoché la tête et je suis retourné dans notre cabine. J'ai pris une douche, enfilé un t-shirt et un short propre, et je me suis étendu sur le lit. J'ai somnolé un peu. Je me suis réveillé vers 22 heures. Camille n'était toujours pas là. Au début, je me suis dit qu'elle s'amusait, qu'elle avait perdu la notion du temps. Mais à 23 heures, j'ai commencé à m'agiter. À minuit, je faisais les 100 pas. J'ai enfilé un sweat, la climatisation du bateau rendait les couloirs glaciales la nuit et j'ai décidé d'aller la chercher. Le bar à piano était à quelques ponts. J'ai erré dans l'atrium principal, passant devant les boutiques et les cafés, mes sandales claquant sur le sol brillant. L'endroit était plus calme que d'habitude. La plupart des gens dormaient ou étaient au buffet de minuit. Le bar à piano était à moitié vide. Quelques couples dansaient mollement sur une vieille chanson de Jacques Brel. J'ai balayé la salle du regard. Pas de Camille. Pas de robe jaune vif. J'ai senti ma poitrine se serrer. Au bar, j'ai repéré Étienne, le barman avec qui j'avais sympathisé durant la semaine. Il m'a fait un sourire fatigué et a essuyé ses mains sur un torchon en me voyant approcher. « T'as vu Camille ?» ai-je demandé, essayant de garder un ton détendu. Étienne a hésité. Juste une seconde. Juste assez longtemps. « Ouais », a-t-il dit. Elle était là plus tôt. Avec les gars de Bordeaux. Les deux, ai-je demandé. Il a secoué la tête. Marc est parti après quelques verres. Hugo et ta femme sont restés un moment. Ils sont partis ensemble il y a peut-être 40 minutes. Il l'a dit comme si ce n'était rien. Juste 2 amis éméchés errant dans les couloirs. Mais quelque chose dans mes tripes s'est tordu si fort que j'en ai eu la nausée. Je l'ai remercié et je suis parti, le cœur battant plus fort à chaque pas. Je connaissais leur numéro de cabine. On y était allé une fois, pour traîner avant une excursion. Cabine 876. Milieu du bateau, côté bâbord. Je me suis retrouvé à avancer dans le couloir vide comme dans un rêve, le tapis flou sous mes pieds, les lumières au-dessus bourdonnant doucement. Arrivé à la porte, je me suis arrêté. Je n'ai pas frappé. Je n'ai pas appelé son nom. J'ai juste écouté. Pendant quelques secondes, je n'entendais que le sang qui battait dans mes oreilles. Et puis un rire. Son rire. Sa voix, basse et pâteuse. Un craquement de sommier. Un son que je ne pouvais pas confondre avec autre chose. Ma main tremblait quand j'ai touché la porte.
Elle n'était pas verrouillée. Je l'ai ouverte d'1 centimètre, juste assez pour voir. À l'intérieur, un petit couloir menait à la cabine. Droit devant, un miroir en pied était accroché au mur d'en face. Et là, je les ai vus, reflétés dans la glace. Camille était à califourchon sur Hugo, sa tête rejetée en arrière dans un éclat de rire, ses mains sur son torse. Ses mains à lui agrippaient ses hanches comme si elles étaient à leur place. Ils étaient perdus dans leur petit monde, si absorbés l'un par l'autre qu'ils n'ont même pas remarqué la porte bouger. Je suis resté figé, le cœur battant si fort que je pensais qu'il allait exploser. C'était comme si tout l'air avait été aspiré de mes poumons. Je ne pouvais ni bouger, ni respirer, ni penser. La femme que j'aimais plus que tout, celle en qui j'avais confiance, avec qui j'avais construit une vie, rêvé d'un avenir, était là, riant et se mouvant contre un autre homme comme si je n'existais pas. Je n'ai pas fait un bruit. Je n'ai pas claqué la porte. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas chargé comme un héros de film en colère. J'ai juste refermé la porte doucement, ma main tremblante, et je suis resté là dans le couloir un long moment, fixant le sol. Et puis je me suis retourné et je suis parti. Je ne me souviens même pas d'être retourné dans notre cabine. Quand je suis entré, la pièce semblait trop lumineuse, trop petite. J'ai sorti ma valise de sous le lit et j'ai commencé à faire mes bagages. Je n'ai même pas essayé d'être soigneux. J'ai fourré mes vêtements, encore à moitié pliés depuis notre arrivée. J'ai pris mes chaussures, mon chargeur, mon portefeuille, mon passeport. Tout ce qui comptait. Tout ce qui était à moi. J'ai laissé la brosse à dents achetée dans la boutique hors de prix du bateau. J'ai laissé la serviette bon marché qu'on avait prise dans un port parce que Camille la trouvait mignonne. J'ai laissé les t-shirts assortis qu'elle avait insisté pour qu'on achète, même si je détestais les porter. Tout ça est resté là, comme des petits fantômes du voyage qu'on était censé vivre. J'ai fermé la valise et me suis assis au bord du lit. Mes mains tremblaient encore. Mon estomac bouillonnait comme si j'avais avalé un seau de clous. J'ai fixé la porte. À l'écoute. En attente. Elle est rentrée en titubant vers 1h30 du matin. La porte a claqué contre le mur, comme si elle avait oublié comment fonctionnent les portes. Elle a tâtonné avec la serrure, a juré à voix basse, puis a fini par la fermer. Je pouvais la sentir avant de la voir. Whisky bon marché, sueur, et autre chose que je ne voulais pas identifier. Elle a retiré ses sandales, riant toute seule, et s'est glissée sur le lit à côté de moi. « Salut » a-t-elle marmonné, pressant son corps contre le mien, et essayant de se blottir contre mon épaule. Ses cheveux sentaient un mélange de fumée de bar et de parfum cheap. Ses doigts tiraient maladroitement sur mon t-shirt. Je suis resté raide comme une planche. Trop bourré, bébé, ai-je marmonné, tournant la tête. Bonne nuit. Elle a laissé échapper un petit rire paresseux et a murmuré « Je t'aime », les mots se mélangeant comme s'ils ne voulaient rien dire. Quelques secondes plus tard, elle s'est écroulée, ronflant bruyamment contre mon bras. Je suis resté allongé, fixant le plafond, la poitrine si serrée que j'avais l'impression que mes côtes allaient craquer. Je n'ai pas bougé. Je n'ai même pas cligné des yeux. Je savais ce que je devais faire. Le lendemain matin, le bateau a accosté à Ajaccio. Camille sautillait dans la cabine comme si rien ne s'était passé, parlant de Marc et Hugo qui partaient en excursion et de son envie de les suivre. Elle sortait des vêtements du placard, jetant bikini et Tom sur le lit, bavardant comme si rien ne s'était brisé la veille. « Tu viens » a-t-elle demandé, avec ce grand sourire faux. J'ai secoué la tête, me frottant le front comme si j'avais la gueule de bois. « Nan » ai-je dit. « Je vais me détendre aujourd'hui. Peut-être aller à la piscine. Faire une sieste. »« Comme tu veux » a-t-elle répondu joyeusement, jetant un sac sur son épaule et disparaissant par la porte. Dès que la porte a cliqué derrière elle, j'ai agi. J'ai pris ma valise, vérifié une dernière fois que tout ce qui comptait était dedans: un portefeuille, passeport, téléphone, argent. J'ai pris tout l'argent qu'il nous restait. Je n'ai pas eu de remords. Pas une once. J'ai laissé la serviette, la brosse à dents, les souvenirs, les t-shirts assortis ou tout ce qui n'avait pas d'importance. J'ai enfoncé ma casquette sur mon visage, passé la valise sur mon épaule et je suis sorti de la cabine. Le bateau était en effervescence, les gens faisaient la queue pour les excursions, les enfants criaient, les annonces résonnaient dans les haut-parleurs. J'ai baissé la tête et traversé la foule comme si j'étais invisible.
J'ai trouvé la passerelle la plus proche et je suis descendu du bateau comme un touriste lambda partant pour une journée de détente. Personne ne m'a arrêté. Personne n'a regardé deux fois. Une fois sur le quai, je me suis dirigé vers la file de taxis qui attendait au bord. Je suis monté dans le premier que j'ai vu. Le chauffeur, un gars d'une cinquantaine d'années avec des lunettes miroirs et un air blasé, m'a regardé dans le rétroviseur. « Aéroport », ai-je dit. Il a hoché la tête et a démarré sans un mot. Le trajet jusqu'à l'aéroport m'a semblé durer une éternité. Le taxi cahotait sur les nids de poules, passant devant des maisons colorées et des petits marchés animés. Je regardais par-dessus mon épaule, m'attendant à moitié à voir Camille courir après la voiture, criant mon nom. Mais elle n'était pas là. Elle était probablement encore en train de rire et de poser pour des photos avec Hugo et Marc, sans se douter que sa vie s'effondrait derrière elle. De retour à la cabine, elle a dû paniquer. J'étais parti, mes affaires aussi. Elle a probablement compris tout de suite qu'elle avait été laissée en plan. À l'aéroport, j'ai payé le chauffeur en liquide, pris ma valise et me suis dirigé vers le guichet. La dame derrière le comptoir m'a à peine regardé quand j'ai glissé mon passeport vers elle. Le prochain vol pour Lyon, ai-je dit. Peu importe le prix. Elle a tapé sur son ordinateur une minute, puis m'a tendu une carte d'embarquement. Le vol partait dans 3 heures. Je n'ai pas flâné dans les boutiques de souvenirs. Je n'ai pas vérifié mon téléphone. Je suis resté près de la porte d'embarquement, regardant par la fenêtre la piste, le cœur battant comme un tambour. Quand ils ont enfin appelé mon groupe, j'ai pratiquement couru dans l'avion. J'ai trouvé mon siège, fourré ma valise sous le siège devant moi, bouclé ma ceinture et fermé les yeux. En route vers chez moi. Loin de la femme que je pensais connaître. Vers ce qui m'attendait ensuite. Quand mon vol a atterri à Lyon-Saint-Exupéry, la première chose que j'ai faite a été d'éteindre mon téléphone. Pas gentiment. J'ai arraché la batterie comme si elle me poisonnait. Je suis resté dans le terminal quelques minutes, serrant ma valise, entouré par le bruit des gens pressés d'aller là où ils pensaient devoir être. Ma prochaine étape a été le comptoir de location de voitures. J'ai payé en liquide pour une petite berline miteuse. Peu importe. Je n'avais pas l'intention de la garder longtemps. Je ne suis pas retourné à notre maison louée ce soir-là. J'ai trouvé un hôtel bon marché à la périphérie de la ville, un endroit avec des néons clignotants et un parking à moitié vide. Allongé sur le lit raide, je fixais le plafond fissuré, passant en revue tout ce que je devais faire. Pas demain. Pas la semaine prochaine. Tout de suite. D'abord, j'avais besoin d'un nouvel endroit. Quelque chose de petit, où personne ne penserait à me chercher. Le lendemain matin, j'ai roulé jusqu'à Lyon et trouvé une annonce pour un petit studio de l'autre côté de la ville. Rien d'extraordinaire, peinture écaillée, tuyaux bruyants, une petite fenêtre donnant sur un mur de briques, mais c'était parfait pour ce dont j'avais besoin. Le proprio m'a à peine regardé avant de pousser le bail vers moi. L'argent liquide parle. Je lui ai donné le loyer du premier mois et la caution sans sourciller. Puis je suis retourné à notre ancienne maison. Camille n'était pas là, bien sûr. Elle était encore quelque part en mer, probablement en train de siroter des cocktails au bord de la piscine, se demandant où j'avais bien pu aller. La maison semblait la même, mais ce n'était plus pareil. Ce n'était plus qu'un bâtiment. 4 murs et un toit qui ne signifiaient plus rien. J'ai chargé tout ce qui comptait dans le coffre de la voiture de location. Vêtements, outils, mon vieil ordinateur portable, la boîte de photos de famille que je gardais sous le lit. Les choses importantes. Celles qui racontaient qui j'étais vraiment. J'ai aussi pris toutes nos économies. Chaque centime. On les avait mises de côté pendant plus d'1 an, rêvant d'une maison, d'un avenir, d'une famille. Maintenant, c'était à moi. Je n'ai pas laissé de mots. Pas de traces. Pas même une chaussette. J'ai rendu la voiture à un autre endroit, payé en liquide encore, et je me suis fondu dans mon nouvel appartement comme si je n'avais jamais existé dans cette ancienne vie. Les premiers jours ont été durs. Je restais à l'intérieur la plupart du temps, rideau tiré, téléphone toujours éteint dans un tiroir. Je vivais de parts de pizza et de sandwichs de station-service. Je laissais la télé éteinte. Le silence était assourdissant, mais c'était mieux que d'entendre la voix de Camille dans ma tête. Une semaine plus tard, j'ai appelé mon ami Nicolas. Nicolas était un de mes meilleurs amis depuis la fac. Il avait déménagé à Toulouse quelques années plus tôt pour un poste de manager dans une boîte de design.
On ne parlait plus beaucoup, la vie était devenue trop prenante, mais je lui faisais confiance. Je savais qu'il ne poserait pas trop de questions. Je lui ai dit que je cherchais un changement. Un nouveau départ. Sans drame, sans bagage. Juste du travail. Nicolas n'a pas hésité. Il m'a dit qu'ils avaient besoin de quelqu'un pour gérer le montage vidéo pour leur équipe marketing. Ce n'était pas glamour, mais c'était stable et bien payé. Il m'a dit que si je pouvais être là dans quelques semaines, le job était à moi. Je n'ai même pas eu à réfléchir. J'ai dit oui. Avant de quitter la ville, j'ai veillé à couper tous les ponts. J'ai prévenu mes parents et mon frère que Camille risquait d'appeler. Si elle demande après moi, ai-je dit, vous ne savez rien. Vous n'avez pas eu de mes nouvelles. La dernière fois que vous m'avez vu, j'étais encore sur la croisière. Ça m'a fait mal de voir l'expression sur le visage de ma mère quand j'ai dit ça. On aurait dit que je lui mentais, et je détestais ça. Mais il fallait le faire. Camille n'allait pas me retrouver. Pas si je pouvais l'éviter. Elle a essayé, pourtant. J'ai entendu par des amis d'amis, des murmures d'anciens collègues, qu'elle appelait tout le monde qu'on connaissait. Amis communs, ma mère, même les gens de la petite agence de pub où je prenais des contrats en freelance. Elle racontait ce qu'elle pouvait. Pleurant sur comment je l'avais abandonnée. Comment elle ne comprenait pas ce qui s'était passé. Comment elle devait me retrouver pour réparer les choses. Mais personne n'a craqué. Tout le monde disait n'avoir aucune nouvelle de moi ou raccrochait. Après quelques mois à courir après des fantômes, Camille a demandé le divorce. Dans sa requête, elle a prétendu que j'avais abandonné le mariage. Elle a montré des documents prouvant qu'elle avait essayé de me contacter, que mon téléphone était déconnecté, que j'avais disparu. Elle a dû publier des annonces dans le journal, tout le cirque légal qu'on vous fait faire quand on ne peut pas remettre les documents en main propre. Finalement, le tribunal a prononcé le divorce par défaut. Pas de dispute. Pas de bataille interminable pour savoir qui garde les meubles, les albums photos ou les casseroles. Juste une feuille de papier disant que c'était fini. Ça me convenait. Qu'elle explique ça à sa famille. Qu'elle invente l'histoire qu'il lui fallait pour dormir la nuit. J'étais déjà parti. 7 ans. C'est drôle comme tout peut changer en 7 ans, et comme tout peut rester exactement pareil. Après avoir disparu de la vie de Camille, j'ai déménagé à Toulouse. J'ai pris le job que Nicolas m'avait trouvé, gardé la tête basse et travaillé dur. J'ai loué un petit appartement, une pièce la première année, un endroit simple avec des murs beiges et une moquette tachée. Peu importe. C'était calme, et personne ne me connaissait là-bas. C'était tout ce dont j'avais besoin. Au bout de 2 ans, j'ai acheté un petit appart juste à la périphérie de la ville. Rien d'extravagant, 2 chambres, un petit balcon, une cuisine où 2 personnes pouvaient à peine tenir côte à côte, mais c'était à moi. L'acte de propriété portait mon nom. Celui de personne d'autre. J'ai trouvé un rythme. Travail la journée, salle de sport le soir. Je n'étais pas du genre à fréquenter les salles avant, mais j'avais besoin de quelque chose pour empêcher mon esprit de tourner en rond. J'ai aussi laissé pousser une barbe. Au début, par pure flemme, pas le temps, pas l'énergie, mais après un moment, j'ai réalisé que j'aimais ça. Ça me donnait l'air plus vieux, différent. Comme quelqu'un de nouveau. J'ai eu quelques aventures. Rien de sérieux. Des dîners, un film de temps en temps. Quelques femmes sont restées quelques mois, mais je n'ai jamais laissé les choses aller trop loin. La confiance ne venait plus facilement. J'attendais toujours que l'autre chaussure tombe, que le masque glisse, que les mensonges sortent de sous les sourires. La plupart du temps, je mettais fin aux choses avant que ça n'arrive. Le travail me gardait assez occupé. Promotion, nouveaux projets, une équipe qui comptait sur moi pour des réponses. À un moment, j'ai réalisé que j'étais bon dans ce que je faisais. J'ai construit une petite vie pour moi, simple, solide. Sans drame. Sans désordre. Comme je l'aimais. L'année dernière, l'entreprise pour laquelle je travaillais m'a envoyé à Paris pour une conférence. Je n'étais pas retourné depuis mon départ. Je n'en avais pas vraiment envie. Mais le boulot, c'est le boulot, et c'était juste pour quelques jours. J'ai pris l'avion, loué une voiture, réservé un hôtel à Cergy pour éviter la folie de la ville. C'était une journée grise et froide, le genre où le ciel ressemble à du ciment mouillé et où le vent traverse votre veste comme un couteau. Je me suis garé dans le centre commercial près de l'hôtel pour prendre un café.
J'ai garé la voiture, je suis sorti, et je me penchais pour prendre mon sac quand j'ai entendu une voix. Pas des mots. Juste un son. Un hoquet. Je me suis redressé et retourné. Et elle était là. Camille. À une vingtaine de mètres, figée devant une vitrine, serrant un sac de course contre sa poitrine comme si c'était la seule chose qui la tenait debout. Elle avait changé. Toujours belle, de cette manière effortless qu'elle avait toujours eue, mais il y avait de nouvelles rides autour de ses yeux. Ses cheveux étaient tirés en une queue de cheval désordonnée. Elle portait un jean et un gros manteau, mais il y avait quelque chose de fatigué chez elle, comme si la vie avait été plus lourde que prévu. Pendant une seconde, aucun de nous n'a bougé. Puis sa bouche s'est ouverte. « Thomas » a-t-elle dit, sa voix se brisant à mi-chemin de mon nom. Ce n'était pas fort, mais ça m'a frappé comme un coup dans l'estomac. J'ai senti l'ancienne panique remonter ou l'envie de courir, de disparaître encore. Mais je n'ai pas couru. Je n'ai même pas bronché. J'ai changé ma voix, l'ai rendue plus grave, avec un léger râle. J'ai secoué la tête lentement. « Désolé, madame » ai-je dit. « Vous vous trompez de personne. » Son visage s'est tordu aux confusions, espoir, incrédulité ou tout emmêlé. Je ne lui ai pas laissé le temps de discuter. Je me suis retourné vers la voiture, j'ai claqué la porte et j'ai traversé le parking sans regarder en arrière. Je n'ai pas accéléré. J'ai juste continué à avancer. Je sentais ses yeux sur moi tout le long jusqu'au magasin. Je n'avais pas besoin de regarder pour savoir qu'elle était encore là, probablement à se demander si elle avait imaginé tout ça. Peut-être est-elle restée là des minutes. Peut-être des heures. Je ne sais pas. Ça m'était égal. Une fois à l'intérieur, je suis allé directement au café, j'ai commandé un grand café noir et je me suis assis près de la fenêtre, regardant le ciel gris. Je ne l'ai jamais revu. Ni ce jour-là. Ni jamais. Certaines choses, une fois cassées, le reste. Et parfois, le meilleur adieu que vous puissiez offrir, c'est de ne pas en faire du tout. Partagez votre avis dans les commentaires, auriez-vous fait la même chose, c'est-à-dire simplement disparu, ou seriez-vous parti avec elle pour régler les choses sur place? Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous à la chaîne et laissez-nous un « j'aime ».